Cette émission est proposée par Elite CBD. We are reggae soul, we reggae blood. In every time, love this flow. Reggae blood, keep reggae soul. For the let pain up, pull up with him again. We are reggae soul, keep reggae blood. In every time, love this flow. Reggae blood, keep reggae soul. For the let pain up, pull up with him again. Yes, greetings, c'est la rentrée, première émission de l'année, et pour bien commencer l'année, on vous a dégoûté un artiste qu'on apprécie particulièrement. Il est passé pour le festival de Réfaction sur Paris, on en a profité pour l'attraper au vol, il nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens, s'il te plaît? Yes, I have big it up la famille, c'est Loïs Sonja. Bienvenue parmi nous. Merci mon frère. Ah bah, Freddy, hein. Ça va, la température nous a rappelé le soleil, il fait doux, Ouais. au mois d'octobre presque. J'ai eu 2 jours plus vieux, mais c'est comme le mariage, c'était 2 jours heureux. Voilà, 2 jours plus vieux, 2 jours heureux. Alors, du coup, on va un peu voir ton parcours, ton actualité, etc., etc. Mais on va plus s'attarder sur l'homme. La première question que je vais te poser, si tu sors de ton corps et que tu dois dire qui tu es, expliquer qui tu es, donc qui es-tu? Moi, je pense que je suis un artiste né, j'ai envie de dire. Dans ma famille, on a eu, j'ai des oncles, mon père, ma sœur, mes parents, enfin voilà, mes parents de ma famille, on a beaucoup cette fibre artistique. Et d'ailleurs, j'ai des cousins qui sont profs de guitare. Enfin, je pense que effectivement, mon corps voilà, il est tombé dans ce domaine-là depuis mon plus jeune âge. T'avais déjà cette énergie-là qui était de vibrer musicalement. Effectivement, mon premier rapport, finalement, il a été un rapport direct, quoi. C'est un rapport avec la scène. J'ai eu la chance de représenter le pays lors de plusieurs festivals dans le monde avec la danse traditionnelle, également sur la Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles. Et effectivement, ce contact direct, l'instantané, la scène, quoi, c'est mon premier contact finalement avec le monde artistique. Donc, du coup, on peut dire que tu es bien né, tu es bien parti. On va dire ça comme ça. Pour la carrière que tu as embrassée, là, du moins. Ben, je pense que finalement, on a tous notre parcours qui est prédéfini. Après, on fait les choix qui nous permettent finalement de continuer dessus ou pas. Mais alors, tu sais, au pays, on dit que quand tu as un jardin, faut bien l'exploiter, faut laisser reposer un peu la terre par là pendant que tu travailles là. Mais toi, j'ai l'impression que musicalement, tu as ce truc de dire, j'ai mon jardin, et il est super large, le jardin artistique, parce que c'est pas que musical, parce qu'on va voir ça tout à l'heure. Et en même temps, tu sais que tu as un jardin, mais tu exploites un peu de ceci, un peu de cela, un peu de ceci. Tu fais de la danse, tu fais du chant, tu fais de la compo, tu vois. C'est comment tu en es arrivé là? Est-ce que c'est au fur et à mesure que tu avances, tu te dis bon, ah ben tiens, il y a ça aussi que je peux par curiosité, ou est-ce que c'est l'envie, t'as un truc qui te dit mais vas-y fais. Alors, je pense que comme un peu dans le parcours d'un artiste, vraiment c'est des rencontres et puis la curiosité effectivement. Mais c'est souvent des rencontres. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Sopa John quand j'avais peut-être 18-19 ans. Ouais. Et je pianotais déjà. Je connaissais un peu les accords. Et c'est lui qui m'a vraiment enseigné, enfin un tout petit peu, je dois dire, c'est pas un pianiste, mais c'est un musicien qui s'y connaît, et qui peut transmettre. Donc il m'a effectivement donné cet amour-là de la guitare, du piano. La guitare, du piano. Ouais, parce que la guitare c'est l'autre passion, le truc qui t'a vraiment, tu vois, pris. Ouais, et la guitare pareil, c'est un concours de circonstances en fait. Nous sommes arrivés tous sur Paris à peu près à la même époque et on avait un coup Diaspora Sound avec Beyoncé, Isaac et tout ça et les gars ils se sont mis à la guitare. Ils ont commencé à jouer et puis j'avais un oncle qui jouait aussi un peu de guitare et puis il m'a vu observer sa guitare. Ah, tu es sur les jeux de guitare, prends guitare, parti et puis voilà. Alors c'est intéressant parce que ça me permet vraiment d'approfondir une question qui m'intéresse assez. Il y a beaucoup de gens qui commencent la guitare pour différentes raisons. J'ai rencontré des frères qui commencent la guitare parce que ils sont solos, ils ont pas d'accompagnement et puis bon ça les aide bien. Il y en a c'est pour gérer des go. Et il y en a d'autres c'est par défi technique qui se disent ah ouais putain ça. Et il y en a qui sont plus rares, c'est par vibration. C'est que l'instrument leur parle.
Dans quelle catégorie tu es, toi? Est-ce que c'est la guitare qui t'a parlé? Est-ce que c'est parce que tout le monde faisait, tu te dis, je vais essayer aussi? Alors, bon, il y a eu, si tu veux, le fait qu'effectivement que les gars pratiquent déjà la guitare, déjà, ça m'a impressionné. Ouais. De pouvoir chanter, faire des accords, on était jeunes. Mais je pense que la guitare m'a interpellé parce que c'est un instrument quelque part à percussion. Hein. Ouais. On a besoin d'avoir ce côté rythmique. D'ailleurs, on a dit guitare d'accompagnement, guitare rythmique. Ouais. Et je suis très tambour, très percu. Donc la possibilité de pouvoir faire des jeux. Je pense que dès le départ, ça m'a impressionné. D'ailleurs, quand je joue la guitare, j'aime bien faire des rythmiques. Ouais. Donc, t'as trouvé un instrument qui te va parfaitement. Tu l'accompagnes avec la voix. À côté de ça, tu danses. Tu continues? Alors, je continue à transmettre dès que j'en ai l'occasion parce que au jour d'aujourd'hui, donc j'ai transmis la direction artistique Okay. Du groupe à une jeune, une ancienne danseuse, l'équipe, donc elles sont deux, Dolly et Canel d'ailleurs que je salue. Et effectivement, donc je suis toujours là pour mettre en place le projet et surtout accompagner la formation des garçons. Donc ouais, je danse encore. Qu'est-ce que ça représente pour toi de transmettre ton patrimoine? Parce que tu as récupéré quelque chose, il y avait des gens qui étaient là avant toi, qui t'ont transmis des choses, et toi, tu retransmets. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, comme on dit, un pied ne va pas pousser sans racine. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse déjà apprendre à se connaître. On a un problème, on a une histoire particulière qui fait qu'aujourd'hui, le débat sur l'identité peut être très large. Donc, si on peut donner à nos jeunes des éléments qui leur permettraient de se retrouver déjà, donc à travers la danse, le tambour, parce qu'il faut savoir que on a entre guillemets deux courants, donc le courant folklorique et le courant fondo dit belay et tout ça. Et nous, dans le groupe Tchèque Créole, on a des formateurs de l'AMK, donc des groupes de belay qui viennent effectivement donner toute cette base-là. Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis, chaque année, nous, on a eu la chance de partir en tournée. Et c'est aussi la deuxième motivation, permettre d'aller ailleurs, de vendre le pays et de voir l'impact que notre culture a dans le monde. Alors, très intéressant. On va revenir là-dessus, mais je fais une petite aparté. Il y a plusieurs années de ça, tu avais Eugène Mona qui avait ce concept de dire, ben voilà les gars, on va monter un maxi Big Bang et puis on va conquérir le monde, tu vois, alors qu'il tournait déjà, hein, il tournait déjà Dominique, Jamaïque, New York, etc. Et lui, il voulait pareil, prendre la culture, monter un Big Bang et puis emmener les gens, emmener la culture ailleurs. Toi, tu as cette possibilité de dire, bon voilà, maintenant, grâce à que ce soit la danse ou la musique, je découvre des pays, des gens me découvrent alors que c'est from Mada, tu vois. Comment tu vois le fait de se connaître, de connaître sa culture peut t'emmener aussi loin? Comment tu vois ça, toi? Mais c'est simple. Si on veut partager, il faut déjà qu'on ait quelque chose à partager. Donc c'est très important de ne pas se noyer dans la culture des autres, parce que sinon, quand on est dans l'échange, nous n'avons finalement plus rien à échanger. Donc c'est très bien d'être un pays éclectique, de pouvoir se nourrir, et d'ailleurs ça fait notre richesse. On a des musiciens qui sont super forts, qui peuvent passer du reggae, du zouk, de la salsa, mais effectivement on a besoin d'avoir cet ancrage culturel et musical qui nous permet justement de nous projeter plus facilement et plus loin. C'est bien parce que à chaque réponse tu nous emmènes encore plus loin. Carrefour caribéen. Ça veut dire qu'on est baigné dans de l'espagnol, dans du hollandais, de l'anglais, du francophone, du créole, etc. Ça nous donne effectivement une richesse et des apports énormes. Et les gens ont pris l'habitude de nous catégoriser. De dire, ben, toi, t'es chanteur de zouk, toi, t'es chanteur de chata, toi, t'es chanteur de dancehall, maintenant, on a un nouveau style afro-pop, machin. Mais toi, tu dis, moi, je suis juste un artiste caribéen. Oui. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas qu'on te mette d'étiquette. Non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que finalement, notre histoire, elle est commune. Et tout ce qu'on défend dans chaque île, comme musique dite née de l'île, on pourrait trouver sa souche, tu vois, bien plus loin.
on connaît, donc on pourrait ça souche en Afrique avec un peu de musique indienne, avec un soupçon de fanfare et de codification dite européenne, avec les souvenirs des chants et tout ça, c'est un brassage culturel qui finalement a créé la musique actuelle. Justement, cette musique actuelle là, quand tu vois que nous, on a toujours, là je vais parler de la Martinique parce que c'est la Martinique qui nous concerne là, on a toujours innové. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque Bogle est arrivé en Martinique, on a créé notre raga à nous avec nos sonorités. Là, il y a la tendance chata. C'est quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une création et une identité martiniquaise. On a la Begin qui est venue d'Europe et que nous, on a adapté, voilà. On a ce don d'adaptation et de créativité. Toi, en tant qu'artiste qui sillonne le monde, qui aujourd'hui t'es à Paris, bientôt tu vas repartir, etc. Quand tu dis je suis martiniquais, comment tu as l'impression que les gens te perçoivent? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que quand pour moi, un jeune qui participe à un festival folklorique, c'est vraiment très important. Parce qu'à ce moment-là, la question, elle se pose pas. Quand tu vas dans les rues et que tu fais une prestation au tambour et que tu vois des jeunes de 16 ou 17 ans qui courent après les danseurs pour obtenir des autographes, faire des photos aujourd'hui, des selfies, on te dit waouh, c'est-à-dire que notre musique, là qui n'a pas d'arrangement de commerce, il n'y a rien de commercial dedans. Là, c'est brut de décoffrage avec un petit bois, un tambour. Et je le vois parce que souvent dans les festivals, nous sommes amenés à faire des animations lors de défilés ou de différents types de prestations de rue comme ça. Effectivement, donc là, on n'a pas toute l'orchestration. Donc là, on est vraiment sur du fond d'oc. Et là, j'ai déjà vu des gens pleurer. J'ai déjà vu des dames venir et donner des billets aux musiciens. Et là où c'était le plus fort, c'est il y a pas si longtemps, ils se sont rendus au Cameroun. Et quand ils ont commencé à danser et à jouer avec un autre groupe, il y a eu un échange spontané. C'était pas quelque chose de prévu. Et ben, là on a vraiment toute l'histoire. C'est-à-dire qu'on a celui qui est resté là ancré en Afrique, qui découvre celui qui est parti. Et avec tout ce métissage-là, qui finalement nous représente, tu vois. Donc, c'est nous. Donc, en gros, on a quand même permis, parce que tu me dis qu'il y a ceux qui sont restés en Afrique, qui ont vécu l'Afrique, il y a ceux qui ont été déportés, qui ont créé une nouvelle culture ou qui ont gardé une partie et qui ont rajouté d'autres choses derrière. On a quand même permis un essor sur beaucoup de choses parce que on a ramené cette culture-là beaucoup plus loin. bien sûr. On a permis à des gens qui étaient fermés à la culture africaine de s'apercevoir de certaines choses. Et on a permis aussi que notre jeunesse, parce que ça a mis du temps, il y avait l'époque où il fallait pas dire que t'étais africain, blablabla. Et là, on constate un éveil en Martinique sur pas mal de choses. Social, culturel, même dans l'estime de soi. On a maintenant, on peut mettre le mot nation maintenant. Oui. Tu vois. Donc du coup, tu parlais tout à l'heure d'identité. On est maintenant dans un truc où on essaie de nous créer une identité un peu, on va pas rentrer dans les détails, chacun défendra ses affaires. Tu es père de famille? Oui. Comment toi tu te positionnes, puisque tu es un artiste, tu es visible. On t'a donné une responsabilité, hein, puisque maintenant tu es devant, les gens te donnent une responsabilité, et toi-même tu acceptes aussi de prendre une certaine responsabilité. Lorsque tu écris, lorsque tu chantes, est-ce que tu fais attention parce qu'on est quand même dans une époque un peu complexe. Est-ce que tu fais attention à ce que tu écris par rapport à ton identité, ton positionnement? Est-ce que tu te dis, bon, l'inspiration, elle vient, je la lâche et puis vous la prenez comme vous voulez? Parce que bon, voilà, c'est aussi ton travail de faire attention à certaines choses. Alors, dans mon parcours, finalement, il est très simple. J'ai eu une éducation en fond d'octambour. Derrière, je commence à chanter à 15 ans dans les sons de système, à une époque où tu n'avais pas le choix artistique de pouvoir dire des choses déplacées et compagnie. Donc j'ai fait mes premiers sons de système en 99-2000. Là, on n'est pas encore à l'éclosion du home studio, on est toujours dans du business où donc finalement quelque part, malgré le fait que ma musique telle qu'elle est connue aujourd'hui
Pour certains, c'est peut-être pas palpable, c'est cette formation-là du reggae, du sound system. Mais quand on regarde effectivement ce que je défends à travers mes textes, à travers mes messages, et même entre guillemets les moins qui pourraient paraître les moins conscients, je dirais les plus festifs, je suis toujours dans cette démarche, effectivement, d'avoir cette identité-là, ce soupçon de reggae qu'on retrouve. De toutes les façons, si on regarde bien, il y a une cohérence parce que tu aimes le belay. Le belay, c'est une musique démente, c'est une musique de militants, c'est une musique de personnes qui dénoncent, c'était la musique interdite, il fallait pas le faire, etc., etc. Quand Reggae Dancehall est arrivé au pays, c'était la même chose. Il fallait pas jouer Reggae Dancehall, il fallait bailler vacabon, machin, tout ça. Donc, il y a cette cohérence qu'on la voit, en fait. Si on regarde bien ton parcours, on voit qu'il y a une cohérence dans le positionnement. Voilà. Il y a aussi une cohérence dans la manière d'aborder les sons et la manière de donner les sons aux gens. Ça veut dire que, après, je peux me tromper, hein, mais chacun a sa perception. Même si tu as ta vie, ok, il y a une ligne qui est tracée qui fait que on te regarde il y a 10 ans, on te regarde maintenant, tu évolues, mais tu restes cohérent. C'est important pour toi de garder cette cohérence-là et de rester cohérent avec toi-même déjà? Déjà, au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, tu m'as posé une question qui était très importante. Au jour d'aujourd'hui, finalement, il ne s'agit même plus que de moi. Je suis dans la transmission, dans la danse, mais aussi dans ma vie personnelle. Donc, pour un souci de cohérence, de mon éducation, je me dois, après, j'aurais pu faire aussi un choix artistique. J'aurais pu faire un choix artistique, mais, après, chacun a sa vision, mais effectivement, moi, j'aime bien être en adéquation avec l'homme que je suis dans la vie de tous les jours et l'artiste que j'ai choisi d'être. Justement, le fait d'être cohérent avec toi-même, est-ce que ça n'amène pas de fait un choix artistique? Ben oui, tu vois? Finalement oui. Parce que si tu te dis bon, moi j'ai envie d'être comme ça, mais je laisse mon moi de côté, et je fais que business pur. Ouais. Tu vois, tu as fait un choix. Tu t'es dit bon, je vais rester cohérent avec moi-même. Et comme tu es cohérent avec toi-même, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire et d'autres choses que tu fais. Donc ça agit sur ton côté artistique. Ben effectivement, de toute façon, tous les choix qu'on fait ont une conséquence. Effectivement, sur le côté commercial. Mais la réalité, c'est même pas une restriction finalement pour moi, ce que je ne peux pas faire, parce que limite ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je remets aussi, tu sais, j'ai une carrière quand même un peu atypique. Je chante depuis l'âge de 15 ans, je fais mon premier tube à 35 ans, tu vois. Donc durant ces 20 années-là, j'ai travaillé, j'étais comme tout le monde. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle, ma musique me permet de vivre et j'aurais pu peut-être faire des choix qui me permettraient peut-être d'aller viser d'autres choses, mais très sincèrement, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc, du coup, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà. D'accord. Donc tu me parles de premier tube, je veux dire premier tube populaire. Populaire, bien sûr, oui, je précise. Cochitette. Voilà, grand public. Tu arrives avec ce tune-là à un moment donné où c'était les prémices de tout ce qui était féministe, machin, qui commençait à dire faut pas appeler les femmes dans la rue, faut pas trop machin, faut avoir un autre comportement en tant qu'homme, blablabla. Et dans ce tune-là, alors encore une fois c'est ma perception, on débat. Dans ce tune-là, tu sublimes le fait d'appeler une femme. Parce qu'il y a Jamine, et il y a on te regarde, mais tu sexy comme d'habitude, t'as vu, c'est autre chose. Et tu remets, en fait, au bout du jour, le fait juste de regarder des gens parce qu'ils sont beaux, en fait. C'est ça. Et pour ne pas créer l'amalgame, parce que tu sais, dès qu'on est dans l'excès, ça devient nuisible. Et effectivement, c'est même pas le fait d'aborder, c'est d'abord justement le regard. Tu vois, quand je dis nous croiser, tout ça, et c'est le fait de justement c'est une façon d'aborder avec respect. C'est d'abord de privilégier finalement une accroche sans forcément entrer directement dans la drague. Et c'est ça, et en gros, qu'elles sont tellement belles qu'on ne peut pas s'empêcher de se retourner. Enfin, voilà. On m'a dit de te remercier du choix du casting, que c'était, ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, c'est de la cohérence.
les personnes et les images qu'on choisit de mettre dans un clip, ça parle pour nous aussi, tu vois. Donc, merci pour ça. Alors, on va pas s'étendre. Donc, du coup, Il n'y a jamais de hasard. il n'y a pas de hasard. Le hasard chez nous, ça n'existe pas pour ceux qui savent. Après, chacun trouvera un moyen de trouver une excuse en parlant de hasard, de trucs, de machin. Bref. Est-ce que tu aimes manger? Oui. Bon. Est-ce que tu as entendu parler de la créole bowl? Non. Alors, le concept est simple. Les Hawaïens ont inventé une sorte de bowl. C'est un bol, hein. T'as vu, Ouais. tu mets plusieurs choses dedans, un peu de sucré, un peu de salé, etc. Et on a une sœur qui est moitié guyanaise, moitié martiniquaise, qui a créé la créole bowl, c'est-à-dire c'est le même concept, mais qu'avec des ingrédients de chez nous. Ok, super. On va regarder ce petit reportage-là et on revient juste après, si ça te dérange pas. Ouais, ça arrive. En vivant et en direct, on revient juste après. Alors, ça fait 3 ans déjà que j'ai commencé la Créole Bowl, 4 ans même. Et ça a été compliqué au début. Et puis là, c'est l'aboutissement de 4 longues années de travail, de salons, d'événements, de travail. Et surtout de pur plaisir parce que j'ai pris un grand plaisir à faire ça. Et voilà, maintenant c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Alors, quand la pancarte a été posée, ça m'a fait grosse émotion, hein, c'est normal, après plusieurs années, de voir enfin le restaurant La Créole Bowl qui a enfin élu domicile en plus sur Paris. Du coup, sur le moment, je n'ai pas forcément réalisé. Mais après, une fois que la pression était redescendue, je crois ne pas encore avoir réalisé en fait. Hein. Je crois que je suis encore sur un petit nuage, mais je pense qu'après l'inauguration, etc., là, je vais vraiment prendre conscience que voilà, on est là, on est en place, qu'en plus, je peux proposer toute ma carte. Non, donc c'est vraiment top. Elle a une motivation que j'ai jamais vue auparavant, qui est vraiment entraînante du coup, parce que moi, c'est vraiment comme un modèle. Sa force de caractère et sa motivation, vraiment, est motivante. Aujourd'hui, ce qui fait la puissance des communautés, c'est l'économie. Donc c'est l'argent qu'elles possèdent. Et si nous arrivons à coordonner, à nous structurer, nous gens de la diaspora afro-caribéenne, si nous arrivons à nous coordonner, à nous structurer, et que nous puissions entrer dans les critères de référence des communautés visibles, eh bien, je pense que ça nous fera du bien parce qu'à partir de ce moment-là, nous aurons, si on peut dire, accès à des choses qui nous permettront de nous épanouir un peu plus. Comment j'ai reçu les gens ici avec tout mon cœur déjà. Et je suis super contente parce que ça s'est énormément ressenti. Beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit chez la Créole Bowl, on se sent comme à la maison. Donc le pari est tenu. C'est bon, tout le monde se sent comme à la maison. Yes, c'est important de supporter nos frères et sœurs actifs dans l'entrepreneuriat, puisque c'est une denrée qui est malheureusement trop rare à mon goût. Donc moi j'encourage ce genre d'entreprise et puis c'est une sista qu'on connaît depuis un moment puisqu'on avait déjà collaboré sur des pokés qu'elle faisait à base de CBD aussi. Donc pour moi c'est normal de venir inaugurer. En plus elle est voisine, on n'est pas loin. Donc c'est super positif et je pense que c'est aussi un exemple aussi à suivre pour tous nos frères et sœurs de la communauté, dire que c'est possible de se donner les moyens de faire les choses et de mettre en lumière un peu les trucs de chez nous tout simplement quoi.
Alors ce soir vous avez retrouvé ce que je propose un petit peu sur la carte, mais aussi des choses que je ne propose pas comme le TPI que je propose mais de façon différente en service. Et puis après il y avait les petits crudis, les petites créole balls, quoi d'autre. Ah, il y avait des petites navettes aussi, les acras, c'est des choses que vous pouvez retrouver en venant au restaurant tout simplement. Comment je vois ça, tu me demandes? Non, c'est comment je ressens ça. Tu sais pas là, j'ai mangé un mélange. J'ai mangé un haricot rouge avec du riz, avec du kalawang dedans. Le truc, il est tellement bien mélangé. Moi-même, j'aime le sucré, salé. Je peux te jurer que j'étais bien servi. Avec du poulet. On m'a dit morue, hein, mais moi, j'ai pris poulet. Gars, j'ai dit à ma femme, hein, j'ai trop bien mangé. C'était trop bon. C'était trop bon. Moi, je trouve ça intéressant. C'est innovant. Bon, les bowls, on connaît, mais on ne connaissait pas le créole bowl. Donc, elle a mis sa petite touche. Donc, c'est important. Et surtout, il faut le respecter. Parce que créer quelque chose aujourd'hui, c'est pas facile. Donc, par respect et par soutien, on vient donner la force. La première fois que j'ai entendu parler de la bowl, je pensais que c'était une très très bonne idée. Parce que de notre jeune âge, c'est vrai que la cuisine de chez nous, on a tendance à penser que c'est une cuisine qui est grasse. Et Stéphie a revisité la cuisine créole et elle a mis au goût du jour. Et les produits sont sains. Le goût est toujours présent, mais c'est décomposé différemment. Mais on retrouve toujours les goûts de chez nous. Donc voilà. Alors le créole bowl, il faut dire que moi je suis un grand mangeur. C'est-à-dire que quand j'ai goûté le créole bowl, au début j'étais réticent un petit peu parce que je suis un gros mangeur. Donc j'ai dit ouais ça va pas me remplir. Mais en sachant qu'il faut savoir dans le créole bowl, vous avez le petit, vous avez le grand. Donc j'ai décidé de prendre le grand et franchement quand j'ai goûté ça, franchement j'ai dit non c'est vraiment bon. C'est vraiment excellent même. Comme dit c'est light. Ah oui, les créole balls, alors elles sont faites pour tout le monde et il y a du goût. C'est surtout ça, ce qu'on aime, c'est le goût. Là, je viens de manger du riz, lentilles, chic-taille de morue, c'était bon, c'était assaisonné. Elle fait des mélanges aussi entre l'Afrique, les Antilles, avec des sauces cacahuètes, patates douces, du riz. Donc franchement, venez, c'est délicieux. Je trouve que c'est super original puisque bowl, c'est un concept qui existe un peu partout aujourd'hui, qui est très prisé et qu'elle ramène le truc vraiment avec les saveurs de chez nous, tu vois, où tu as des saveurs afro-caraïbes, guyanaises, tu vois, c'est top. Tu vois, nous, souvent qui galérons des fois pour trouver à manger à côté, on sait que voilà, on a trouvé notre spot, quoi, tu vois. Mais quand ça sort du lot, tu vois, c'est quelque chose d'assez sain, je trouve, et qui est copieux et qui est original. Donc voilà, ça sort un peu du commun et j'ai trouvé ça original, c'est surtout ça. La première fois que j'ai goûté les créole balls, je me suis senti comme à la maison. J'ai trouvé ça super original et super bon. Faut pas se mentir. Là, je peux le faire. D'habitude, on me demande de passer le message, j'arrive pas. Alors là, si j'ai un message à faire passer à tout le monde, déjà, c'est merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'était une bonne surprise. Beaucoup de gens sont venus. Je m'y attendais plus ou moins. J'avais pas forcément les réponses de tout le monde. Et là, de les voir arriver, ça a été une grosse surprise. Franchement, le pari est tenu. Et je vois que j'ai une très très forte communauté et c'est top. De retour après ce petit reportage sur l'ouverture du restaurant à Créole Bowl. Bon alors frérot, ça donne envie ou pas? J'avoue, j'ai pas fait de livraison, t'as vu, je suis désolé. C'était histoire de... Mais on n'est pas loin, t'as vu, on n'est pas loin si en passant, t'as vu, on finit pas trop tard. C'est ça, exactement, t'as compris le bail. Alors, du coup, je t'emmène dans cette histoire de fraternité et tout ça, un chien de loyauté. Est-ce que tu peux me parler de Louchko, s'il te plaît? Louchko? Ben oui. Louchko, par exemple, on a commencé, je ne vais pas me dire de bêtises. Louchko, c'est vraiment l'un des chanteurs avec qui j'ai commencé. Tu vois, j'ai chanté assez tôt avec d'autres, mais lui, on a vraiment commencé à l'école maternelle. D'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire à l'école maternelle, à l'école primaire, excuse-moi, CM2, on était en CM2 ensemble. D'ailleurs, notre maître qui a déjà compris qu'on aimait ça, il disait bon, comme on n'avait pas apprendre la poésie, faites comment on a dit ça, en tosse. Tu vois, donc j'ai commencé assez tôt avec lui. Et, après, au collège, on jouait aussi au foot ensemble. On était dans le même club.
Ils venaient souvent dans ma cité, donc on a aussi des amis en commun avec qui on fonctionne encore, hein, on fonctionne toujours ensemble, je crois. Et après, musicalement, on s'est retrouvés un petit peu à l'époque de Diaspora, quand lui, il est venu sur Paris. Et depuis, on a d'ailleurs un clip qui est disponible sur YouTube, sur lequel il m'a invité. On a un autre titre qui sera qui est sur la compil de Xavi. Bon, je vais pas donner trop d'infos, je laisserai annoncer sa sortie. Il y a de gros artistes dessus. Et on continue à travailler ensemble. C'est un frère de mon sœur, quoi. C'est la famille. Un bon chanteur, très bon chanteur. Surtout, je l'appelle le Mona local. Oui. C'est une voix. Je trouve que c'est une voix exceptionnelle. C'est un gars super engagé. Notre respect. Big up aussi à toute la famille Aïwoulers, voilà, on est d'accord. Qui font aussi un gros travail. Depuis quelque temps, là, je vais rester sur la partie reggae dancehall. La Martinique est devenue une bonne plaque tournante du reggae. Il y a pas mal de grosses scènes, pas mal d'artistes qui ont compris que alors je parle des artistes extérieurs, qui ont compris qu'il y avait de l'argent à manger en Martinique. Ça, je vais pas en parler. Et il y a vraiment alors, je parle en tant que personne qui fait des allers-retours, donc si je me trompe sur certaines choses, vous avez le droit de me critiquer et de me dire que je me suis trompé, je l'accepte. En faisant des allers-retours réguliers, je me suis rendu compte que il y a une émulation qui est en train de prendre au fur et à mesure, que ce soit chez les anciens et chez les nouveaux, que ce soit au niveau trap ou au niveau reggae, chata, etc. Les gens prennent conscience d'un potentiel qui a été inexploité pendant pas mal de temps, et on revient sur un truc qui est de dire pour nous et par nous. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu sens ça? C'est vraiment ça. Déjà, gros big up aux organisateurs qui ont permis cette exposition-là, qui ont créé ce marché finalement. J'ai envie de dire un pont qui était déjà là, mais qui est là, ils sont en train de l'agrandir, on le construit, on en fait un vrai pont, un pont solide pour créer de vraies connexions avec les artistes, les professionnels antillais et jamaïcains. D'ailleurs, big up à tous ceux qui œuvrent dans le sens, big up Alexis, Josué, Letton, tous ces organisateurs-là, parce qu'en fin de compte, finalement, à un moment, effectivement, il faut rendre le business, entre guillemets, grand public. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais 18 ans et j'avais l'habitude d'aller dans des sound systems. À l'époque, c'était à la ferme. C'était très bien, c'est des sound systems, on a encore besoin de ça. Rastafari, Fondor, tu vois, à la ferme, à la citadelle, enfin, tous les lieux à l'époque dans lesquels on se retrouvait. C'était en quelque part c'est un milieu de passionnés. Donc c'était un public d'aficionados, tu vois. Donc beaucoup de dread et de jeunes comme moi qui commençaient à toaster. Souvent les sisters qui étaient là, c'est des sisters qui accompagnaient leurs gars, tu vois. Et quand je suis arrivé en France, j'arrive, je vais dans un plan, je vois que les gens sont habillés normalement comme si c'est une soirée. J'ai pas compris. Je dis, on est où là? Je dis oui, c'est le championnat de son. Je sais pas, championnat de son système. Puis là, à ma grande surprise, je découvre un public entre guillemets normal qui aurait pu être dans une soirée entre guillemets zouk. Et là, je vois qu'il y a des supporters, et ça a créé tout un écosystème où des artistes avaient la chance de se faire découvrir quand des sons de système qui réussissaient à bien les passer. Et des sound systems aussi réussissaient à se développer parce qu'ils avaient des doublés d'artistes qui, eux, commençaient à péter. On prend l'exemple d'Awawak avec Mirati, qui a explosé 2-3 sound systems à l'époque comme ça, quoi, tu vois. Et moi, j'arrive, je vois ça. Je vois des gens qui en parlent dans des cités, c'est des... à l'époque, je fréquentais un peu les Ulysses, donc je discute avec des jeunes des Ulysses qui n'ont rien à voir avec le reggae. Ah non, moi c'est Junior Son, c'est là-bas. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et quand ça s'est arrêté, le dernier vraiment championnat, c'était en décembre 2005, si je ne m'abuse, où on avait la finale sur le football du Moulin Rouge. Oui, voilà. Oui. Et depuis, finalement, en quelque part, tout cet écosystème-là s'est un peu effondré petit à petit.
un artiste qui faisait un tube à l'époque, t'étais sûr qu'il y avait aussi, allez, une dizaine, quinzaine, voire une cinquantaine de plays à faire derrière pour le son, pour ceci, pour cela. Et le business, enfin, ici, est devenu différent, quoi, tu vois. Et même des sons de système comme Stereo of Twig, enfin, des gros sons de système qui sont limite inconnus par certains jeunes qui ont débuté à 2010 ou même après, ils connaissent pas toute cette histoire. Et le fait que des organisateurs comme Woja, qui étaient des organisateurs qui pouvaient organiser de grands festivals, qui avaient une véritable science et une véritable maîtrise du business. Et finalement, on retrouve ça au jour d'aujourd'hui grâce à Josué, les Tons, enfin tous les organisateurs qui avaient véritablement cette science-là de l'entrepreneuriat du spectacle, qui nous ont amené cette expérience-là. Et là, on est en train de recréer finalement ce microcosme, enfin cet écosystème, ce modèle économique qui profite à tout le monde, profite de son système, au public, aux artistes. Est-ce que il n'y a pas aussi le fait que le public a changé? Que le public maintenant a compris comment se comporter sur ça, tu vois? Est-ce qu'il y a ça? Je sais pas. Non, sincèrement, en fait, le public n'a pas changé. L'offre, elle a changé. L'offre a changé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas aller en son système. J'ai des amis, des filles qui écoutent du reggae toute la journée chez elles, mais il y a 10 ans, elles n'auraient jamais osé aller dans des sons de système. Même dans les premiers concerts de reggae, big up à tous ceux qui les ont organisés. Enfin, on parle des premiers concerts de reggae. Au début des années 2000, on a eu une petite vague. On se souvient, les organisateurs, malheureusement, avaient du mal à entrer dans leurs frais parce qu'au bout d'une heure, tout le monde rentrait. Là, on a quand même des gens qui ont une vraie science, qui maîtrisent. Et du coup, ça ramène vraiment l'ensemble des aficionados qu'on ne retrouvait pas il y a 10, 15, 20 ans. Ça ouvre une porte plus large. Bien sûr. Ouais. Très bien. Comment tu deals avec les réseaux sociaux, toi? Est-ce que t'es dedans? Est-ce que ça t'a happé? Est-ce que c'est loin de moi? Comment tu deals avec ça, toi? En fait, moi, depuis l'époque MSN, j'ai du mal. C'est vrai que... Il m'a ramené à MSN. Voilà, ça fait longtemps que j'ai du mal. Je comprends. En fait, on est obligé de le faire. D'ailleurs, finalement, moi, c'est pas une bonne chose que je ne m'y sois pas intéressé plus tôt. Donc, je me suis entouré, je pense comme beaucoup d'artistes, pour pouvoir être efficace et partager mieux sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose voilà, c'est pas la partie du métier que j'affectionne. Que t'affectionnes particulièrement. Il faut donner de soi, mon gars. Quand tu sais, le mot fan, c'est un mot qui est très très fort, tu vois, quand t'as des fans. Chacun veut un bout de toi, tu vois. Et maintenant, c'est par les réseaux que les gens prennent des bouts des gens, tu vois. Donc, c'est quasi indispensable. Je respecte ceux qui arrivent à... Non, mais enfin, pour nous, un artiste comme moi qui, en quelque part, arrive au niveau du grand public, c'est impossible de faire ça. On appelle pas la blondie. Est-ce que ce serait pas bien justement de lancer une tendance de dire que tiens, je parle pas de toi forcément, tu vois, il y a un artiste qui arrive qui pète et puis qui dit tiens, je vais disparaître des réseaux, vous allez me suivre que en vivant, tu vois. Ouais. Il y a eu un artiste ici qui s'appelait Mathieu Chédid, qui a fait des zéniths et des Bercy sans jamais tu vois, faire ni radio ni quoi que ce soit, tu vois. L'exemple de Mylène Farmer, c'est un peu différent. C'est un peu plus sombre, tu vois. Il y a des ovnis comme ça. Après, tu m'as donné ta réponse, ça me va très bien. Donc les gens là, quand vous allez sur les réseaux du frère, soyez indulgents. Prenez la partie musicale, prenez la partie artistique, laissez l'humain tranquille. J'ai fait au mieux pour n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous savez comment ça fonctionne, follow et tout ça. Bon, en tout cas, la petite conversation est intéressante, hein, t'as vu, on avance, mais on avance dans le temps. Donc là, ce qui va se passer maintenant, je vais te laisser entre les mains de l'homme qu'on appelle Monsieur Youssimi Lorenzo, qui est dans la maison, pour la petite rubrique « Ça va déranger ». Alors,
Il n'y a pas de... Bon, j'espère que ça va pas trop déranger. Ça va piquer, Ça va piquer mais un petit peu. on ne fait pas bouger les choses si on ne dérange pas un petit peu. C'est clair. Je pense que toi, en tant qu'artiste, tu as déjà dérangé pas mal de personnes. Hein. Moi, normalement, avec le clip Cochitette, normalement, tu as dû déranger. Si tu me dis non, c'est que tu me mens. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, voilà. Tu t'es fait de nouveaux amis depuis ce clip ou pas? Ouais. Non, je laisse ça pour nous aimer. I'm ready. Tu es né à Fort-de-France, mais tu viens de quelle commune, justement? Alors, je viens du sud, précisément. J'ai grandi au Marin. Je fonctionne Marin, Rivière Pilote 5+. D'accord. Je comprends du coup certains featuring. Là, tu me dis Marin, moi je pense à Louchko, je pense à... Il y a un frère qu'on appelle Skyle, je sais pas si tu connais monsieur DJ, c'est des frères, il y a un bout qui a fait mix, il y a un autre bout qui a chanté, mais c'est... Si tu me dis Marin, je pense à... comment il s'appelle? Lascar, Limus, c'est la même génération. Ok. Ça a de beaucoup de football, c'est vraiment la team. Et tu supportes quelle équipe? Moi? Ne me dis pas que tu supportes l'équipe qui a pris 4-0 là, dimanche. Moi, c'est Marseille, frère. T'as le genre pas annulé l'émission, s'il te plaît? Je suis parti de supporter officiel et tout. Ouais. Non, mais c'est bien. Parce qu'après, c'est vrai que, bon, si tu assumes ton côté marseillais. Mon club est, tu vois. Ouais. Rendez-vous l'année prochaine quand on aura. Ouais, qui monte qui signe là, Gattuso. Oui, mais tu as vu, c'est aussi en soum-soum. Non, j'ai pas vu en soum-soum, par contre. Vas-y, je te laisse découvrir. J'ai pas vu en soum-soum. Donc voilà, mon frère. En tout cas, un plaisir de te recevoir ici dans Ça va déranger. Merci. Loy Sonja. Sonja, ça veut dire enfant béni du coup. Yeah, man, c'est grammaticalement correct, volontairement en anglais. Yes. C'est alors pour deux choses, c'était pour faire un clin d'œil au créole, et je bondis, tu vois. Yeah, man. Et puis à l'époque aussi, on avait un groupe qui s'appelait Diaspora Sound, tu vois, donc ils sont Diaspora. Ok, donc c'est tout ça, c'est lié. Diaspora Sound, c'était avec Kemoncé, il y avait qui? Il y avait Natural. Alors, d'ailleurs, on a le styliateur, là, c'est Don Dada et son frère Isaac qui avaient pris le coup. Yeah, man. Et nous, on avait un coup un peu d'artistes au pays, avec Kemoncé, justement, Scar, Faboulou, Isaac était déjà avec le Diaspora, et on s'est tous réunis. Ouais. Avec Celsius après aussi qui nous a rejoint. Yes. Un grosse team. Ok. Bah, du coup, là, tu me parles de Yemansi, tu me parles de Celsius, tu me parles de Natural. Natural, je sais qu'il est toujours d'actualité. Fabulous, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Je sais pas s'il continue. Ouais, il continue. Il continue toujours? Ouais, il continue. Ok. C'est des gens que tu checkes toujours, justement? C'est des personnes que tu checkes toujours? C'est des personnes... Des fois, tu connais, tu grandis avec certaines personnes, tu fais un crew avec certaines personnes, tu peux avoir des désaccords, tu peux avoir certaines choses. Est-ce que c'est des personnes avec qui aujourd'hui, dans la vie personnelle ou dans la vie musicale, est-ce que c'est Mounouka check toujours? Hein? Alors nous, Diaspora, on n'a pas eu d'embrouille. Ouais. Vraiment, Diaspora, c'est géographiquement, c'est un peu explosif. Ouais. On avait une association et tout carré. Le siège social, c'était chez moi, donc quand j'habitais sur Paris. Yeah, donc c'était un peu le coup, on se voyait tous, on composait là, on saoulait les voisins parce qu'on chantait là. C'était un peu bon bordel. Ouais, c'était un peu bon bordel. Et quand je suis rentré, mais on n'a plus peut-être ce lieu où on se retrouvait et qui fait que au niveau de la cohésion d'équipe, vous êtes perdu. Voilà, il y a eu vraiment concours de circonstances. Je suis entré un petit peu avant pour des raisons familiales. Yes. Ben, moi aussi, finalement, je suis entré pour grandir avec ma fille en Martinique. Bien, c'est bien. Donc, bien, super papa. On a fait des choix qui étaient difficiles parce que les gars continuent à tourner ici, voyager, commencer à péter. Donc, choix difficile mais assumé. Ah oui, 100%. C'est important. Ah ouais, 100%. C'est important. Donc du coup, t'écris tes premiers titres au collège. T'écris tes premiers titres au collège. Comment au collège tu te dis, tiens, ma cabine est là, ma cabine en son. Comment, c'est quoi qui a fait que t'es là, t'es au collège? T'es pas, t'as des mecs qui vont jouer au foot, au basket, au café, combien de et où, dis-moi, c'est sous mon café. Comment ça t'est venu, ça? Ah ben, tu sais, on avait déjà mes cousins, ils étaient déjà très riches dans ma famille. Yes. Alors, du côté de ma mère, mes oncles, ils étaient Rasta, la campagne, les gars, il y avait plein de vinyles, ils écoutaient dans sa chambre, c'était Bob Marley, il était très pitotoche aussi. Ok. Donc, tu sais, je voyais ça depuis, chez ma grand-mère, depuis petit, tu vois. Tu baignais dedans, ouais, déjà. J'étais déjà dedans. Et après, avec mes cousins, ils étaient vraiment très fans. Donc, eux, ils cherchaient des CD, les reggae gold. Ils m'ont déjà fait marcher des heures pour un album. Mais ça, c'est beau, ça, c'est des bons souvenirs, tu vois. C'est de bons souvenirs et tout ça, ça m'a amené quand même toute la culture. Yes. Et aussi au Marin,
Marin, tu vois, on avait des artistes comme Lascar, Candy, on avait aussi Kouloudji qui sortait du Marin. Yes. Koulou, à l'époque, il avait pété Prof Neg. Ok. Tu vois, nous, on voulait aussi un petit peu les Koulou. Striker aussi qui est un ami, un cousin, j'ai un cousin qui était dans Ishmadinina. Ok. Stratégie Ishmadinina, c'était trop de mackerel ici, trop de mackerel. Donc quand les gars ont fait ce tube-là, je les voyais sur scène. En fait, les grands, ils t'ont inspiré. En vrai, quand t'as vu on va dire les grands frères, ça t'a inspiré. Et puis tu t'es dit, tiens, je vais faire pareil. Ok. Si je te dis, je sais pas comment ça se prononce, tu me diras si je me trompe. Acapella Sound ou c'est AC? Acapella Sound. C'est Acapella Sound? C'est bien ça. Ça, c'est ton premier son. C'est le premier coup, c'est notre premier coup en fait. Ouais. Avec les cousins, avec la famille toujours? Alors, c'est le premier coup avec Yemanse. Ouais. D'ailleurs, c'est le premier presta, le premier son système. Les podiums, les sons système. Ouais, on avait même une émission, en fait, on avait un frère, en fait, Rebelle et Natural. Parmi nous, c'était les artistes qui avaient déjà, Rebelle, il avait un pied dans le commerce, commençait à faire des prestats. Et Natural était vraiment considéré comme la révélation de son système qui avait posé sur l'album où il y avait sans amour, non de vie, non plus de sens. Lui, il avait un titre sur l'album. Donc, du coup, quand on est arrivé, il nous a ramené au ghetto. Et quand on est arrivé au ghetto à Poirier, en gros, on était la team de Natural, quoi. Ok. Et, ouais, ça nous a donné beaucoup de crédit à l'époque. Et puis, le fait d'être affilié à Natural. Ouais, Striker nous a donné une force aussi. Striker aussi. Striker, on était genre l'équipe plus des amis, tu vois. Et puis, c'est quand il est rentré justement à ce moment-là, il est rentré faire des prestats qui nous ont vraiment validés, qui nous ont mené d'ailleurs faire des concerts. Il y a des concerts du Ghetto Red. Et nous, Yeman et moi, on n'avait pas enregistré sur l'album. Et puis, ils nous ont mené dans les concerts, faire les prestats, tout ça. T'as fait les chœurs pour ces artistes-là? Ouais. Avec Yemanse? Avec Yemanse, c'est comme ça qu'on a exploité les concerts. Ouais. On a commencé à faire des chœurs et on a exploité les concerts. On est parti faire des concerts pour Guy à l'MC. Yes. Qui nous avait invités. Et on se retrouve à faire des concerts, les chœurs pour tout le monde. Ouais. Et c'est Skanky qui nous a dit, mais les gars, c'est pas des choristes. On nous a dit, bon, vous nous faites que nous avons fait ça. Venez faire un copie. Ah, mais c'est bien. Comme ça, voilà, qu'on s'est retrouvés dans le show. On a fait finalement toute la tournée à l'époque Diamati. Ouais, ça c'est des souvenirs. C'est-à-dire que t'es là depuis longtemps. Là, quand tu me dis ça, là, quand tu me sors tous ces noms-là, c'est-à-dire que t'es quand même dans le game depuis un certain moment. Si aujourd'hui je te pose la question, qu'est-ce qui fait que le Sonja, il a pas plus de visibilité que ça? Qu'est-ce qui bloque pour toi? Qu'est-ce qui a fait à un certain moment que ça a pas fonctionné? C'est des choix, tu vois. Déjà, le premier que j'ai complètement assumé, c'est d'être rentré à un moment où justement on était en plein développement. Ok. Enfin, on était en plein développement et le business il a changé aujourd'hui. Yes, mais à l'époque, pour vraiment péter, c'était bien d'être sur place et d'avoir le pied au pays, tu vois. Okay. Parce qu'on a des artistes qui sont considérés comme des anciens sur Paris, qui ne sont pas forcément connus en Martinique. Mais nous, comme on avait déjà cette attache-là, c'est vrai que c'était bien pour nous d'avoir tout ce crédit-là. En plus, à l'époque, on tournait pas mal avec Striker, qui nous amenait faire quasiment toutes les scènes. Je sais que Striker, Yannick, à l'époque, justement, tu m'as parlé de Celsius, il y avait un truc sur Paris, je sais plus où c'était. T'as eu le temps de... À Bastille? Ouais, c'est le studio de Bastille. C'est le studio de Bastille. Oui, donc t'as eu le temps d'aller là? Ah oui, j'ai eu le temps d'aller à Bourville. T'as eu le temps de faire les soirées Groville? Ah, exactement. Ouais. Ah oui. Même là, c'était bad. Ça, c'est des bons souvenirs. On est la génération qui a connu la fin de tout ça. Par exemple, on arrive au ghetto, on connaît la fin des sessions. C'est-à-dire que pour pouvoir être crédible dans le game, fallait que tu passes dans le ghetto avant, tu vois, sinon les gars te faisaient pas chanter. Ouais, puis ils te valident pas. Il n'y a pas validé ou il y a dit aux frères qui sont regardés là? Mais moi, les gars ont déjà pris le micro sur moi. C'est trop faux, frère. Réfléchis à ta mélodie. Mais c'était bien, c'était formateur. Parce que la prochaine fois que tu tenais le micro, tu essayais de chanter le plus juste possible. Et à un moment, il faut savoir soi-même faire une pause. Te dire, tiens, je me pose, peut-être que non, ça fonctionne pas, mais il faut bosser. T'as dit le mot, il faut travailler, il faut être rigoureux dans ça. Et puis ça dépend aussi dans quel état d'esprit. Tu vois, parce que si toutefois ta motivation, c'est de faire un tube ou d'être connu, à un moment, tu peux, à un moment ou à un autre, et même en faisant le tube, tu seras toujours gagné par la frustration. Tu vois, parce que ta motivation, c'est de faire un tube. Or, dans la musique, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est justement comment faire un tube.
on sait tout faire, on sait bien mixer, on sait bien masteriser, on sait bien enregistrer, on a de très bons compositeurs. On s'est posé, on s'est posé juste, et même quand c'est pas juste, on a les logiciels qui nous ajustent. Exactement. Par contre, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'impact qu'un son a sur le public, tu vois. Donc, effectivement, il faut être juste avec soi-même dans cette analyse-là déjà. C'est-à-dire que on fait de la musique, on donne, mais on ne sait pas comment les gens vont recevoir. Et tu vois, je pense que ces 20 années-là où finalement j'ai travaillé entre guillemets en étant connu que des professionnels et des aficionados, eh ben, je n'ai pas eu, bien sûr que parfois on a envie, on se dit ah ouais, mais je n'ai pas eu de frustration négative. Et j'ai toujours travaillé, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de guitare. Mais je te dis, ça s'entend. Tu vois, j'ai toujours travaillé pour être prêt au moment d'ailleurs je m'y attendais le moins. Je vais te taquiner un petit peu parce que je vois que dans ton parcours artistique, alors, t'es danseur, t'es ou choriste, t'es guitariste, t'es directeur artistique. Dans tout ça, comment tu fais pour gérer? Et est-ce qu'il y a un truc que tu ne fais pas bien et t'es conscient de ne pas bien faire, de ne pas bien le faire, du fait d'avoir toutes ces casquettes-là? Alors, vraiment dans mon parcours, c'est comme... C'est pour ça qu'il faut être entre guillemets un peu en adéquation avec soi-même, tu vois. Parce que j'ai fait des choix à des moments précis. Quand je suis rentré en Martinique, je suis rentré et là j'ai décidé de me mettre à la guitare. Je jouais déjà avec les amis, on jouait à chaque fois. Là, j'ai dit, je veux faire comme un vrai guitariste. Là, j'ai commencé à travailler avec des gars, j'ai joué, j'ai acheté ma guitare électrique. Et là, je me suis retrouvé à faire des scènes. J'étais guitariste de groupe. Là, c'est Loïc Filin. Je suis guitariste, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, pas guitariste. Non, ça commençait à me dépasser. Je commençais à faire des plans par là. J'ai dit non. Et là, j'arrête. Mais c'est parce que je savais pas encore pourquoi. Tu vois. Mais je l'ai fait à fond, tu vois. J'ai acheté tous les instruments qu'il fallait et tout. Derrière, la direction artistique, c'est arrivé suite au décès de ma sœur, tu vois. Donc, j'ai fait de la danse traditionnelle depuis l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Donc, j'ai pris aussi des cours avec la M4 quand j'ai passé mon bac, tout ça, pour avoir vraiment le côté fondant. Donc, je suis arrivé à un stade quand je suis revenu, je transmettais comme ça aux garçons, aux jeunes garçons du groupe, ceux qui commençaient, et puis donner vraiment des trucs techniques aux plus grands qui étaient déjà un petit peu plus avancés. Et je me suis aussi retrouvé à travailler avec des IME, donc des écoles handicapées, pour faire vraiment de l'éveil, de la motricité, donc c'est bien. Tout ça. J'ai fait ça quand même pendant 2-3 ans. Et j'ai accompagné aussi la mission locale. Je me suis retrouvé à porter certains projets où justement j'étais finalement un peu directeur artistique. Mais je le faisais vraiment en plus, quoi. C'est au décès de ma sœur qu'il a fallu 2016, décembre 2016. Donc moi, je te dis, je participe, j'apporte ma pierre à l'édifice, mais je suis pas... C'est une manière d'honorer ta sista aussi. C'était une manière de l'honorer parce que bon, on a eu certains échanges qui ont fait que j'avais la sensation qu'elle me transmettait un certain nombre d'informations. Donc j'ai pris le truc à boire le corps. Pendant l'année 2017, j'ai donc arrêté la musique et je me suis retrouvé à faire de la direction artistique, notamment sur... le spectacle de Max Telef. Pour les 30 ans. Voilà, Max Telef fait son spectacle, beau spectacle, et lui derrière, il me dit, mais on nous fait un coup, il m'invite en tant qu'artiste. Je lui dis, bon, j'ai molli, tout ça. Il me dit, non, machin, il m'invite en tant qu'artiste dans un concert à lui. Et c'est là que je fais Clocher Tête en live, tout ça, les gars entendent ça, les gars me disent, en fait, c'est, la danse m'a ramené vers la musique. Donc, quelque part, à ce moment-là, j'avais plus ou moins décidé de passer justement à un stade de transmission. C'est-à-dire que j'étais plus dans une dynamique de chercher à péter. T'es plus dans la transmission, dans partager ton savoir. Des techniques et tout. Et j'ai pris le son vivant. Tu vois, le son vivant, j'ai pris le son, j'ai arrêté soi-disant, mais en fait, toi, tu dis que t'arrêtes avec la musique. J'arrête jamais. Non, c'est pas que t'arrêtes jamais, c'est la musique qui dit quand elle te lâche.
Tu vois, c'est pas toi qui décides. Beaucoup font le choix, tu vois. Mais il y a beaucoup il y en a qui reprennent. C'est ça. C'est parce que la musique t'a pas lâché. Ouais. Tu vois, ceux qui reprennent pas, c'est parce que la musique lâche, tu vois. Tu vois, moi, quand tu me dis, il y en a qui reprennent, tu vois, là, je pense à Yemonce, je pense à Strike à un moment qui disait qu'il voulait arrêter aussi, Bon, pareil. Et là, les gars, ils sont là. Parce que la musique les a pas lâchés. Tu vois, ils ont décidé, mais c'est comme ça. Donc moi, pareil, elle m'a pas lâché, donc j'ai pris Vivant, tout ça. Ouais. Et je décide de faire le clip de Vivant. J'insiste, je dis que moi, c'est ce clip-là, je veux sortir vivant après toute cette période que j'ai vécue. Ouais. Finalement, on fait le clip, il ne marche pas. J'appelle des amis pour l'arranger. Et là, ces amis-là, ils me disent, mais non, Loïc, tu as un son là qui s'appelle Cochitette. Les DJ commencent à jouer ça. On sort ça, on fait un clip et un 5-5, on sort. Je dis, mais non, moi, c'est reggae music. Ah bon? Ouais. Moi, c'est reggae music. T'es resté figé dans ta vision. Tout ça. Et finalement, une chose entre une autre, on se retrouve à tourner Cochitette. Yes. En attendant de pouvoir faire le clip de Vivant, en fait. Tu vois. Ça, je te dis, j'avais pas prévu. Enfin, on le sort après, voilà, ça fait son chemin, quoi, ouais. Ok, la famille. Alors, je vais te poser des petites questions rapides, vite fait. Alors, j'ai une question qui me tient à cœur, là. Quelle place prend justement ton monde musical sur ta vie personnelle? Ben, les deux vont de pair, hein. Ouais. C'est-à-dire que pour aller au studio, tout, enfin, on est obligé de s'organiser. Enfin, je père de famille, j'ai les enfants, on est à l'école, récupérer. Donc, et tu gères bien ton, je gère super parce que je travaille avec Gilles et finalement il allait c'est ce que j'allais dire. Même sur le bureau de studio. Ouais. Voilà. Justement, j'allais te parler de Gilles. J'ai vu qu'il y a beaucoup de featuring, il y a beaucoup de combinaisons. Je vois que c'est un frangin avec qui tu bosses depuis les débuts. Il me semble. En plus, c'était, jamais eu de bourbier, jamais eu d'embrouille. Il t'a jamais engueulé en disant non, pas sorti, ils sont pas fait ça, pas machin. Ah oui, on a des petits désaccords, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et tu gères comment et comment tu prends du recul face à ça? Parce que c'est ton frangin, parce que je vois que ça fait des années. Et forcément, vous avez créé il y a un lien. Oui, en fait, on se connaît bien. On se connaît vraiment bien, très très bien. Tu vois. Ok. Donc, il y a des choses, on arrive à anticiper. Quand on est en désaccord, on a toujours le respect l'un pour l'autre. Yes. Et on va toujours chercher à comprendre. Non, franchement, Gilles, d'ailleurs, c'est cette sincérité-là qui fait qu'on arrive et que moi j'aime, parce que je sais que quand je vais sortir du studio, il n'y aura rien qui sera passé à côté. Parce que, quitte à se battre, à insister, à me dire non, là, ça pas bon. Tu vois, je sais que lui, il va le faire, parce que moi, je suis têtu. Donc, lui va te dire les choses, franchement. J'ai besoin de cette sincérité-là et d'avoir quelqu'un de ferme, tu vois, qui non. Donc, en général, c'est souvent des discussions comme ça, mais on n'a pas de désaccord, de bagarre, de non. Franchement, on n'en arrive pas là. Justement, le titre, c'est un EP, le Vivant. C'est un EP, 7 titres. Je vais te poser la question, justement, tu l'as intitulé Vivant. Et moi, ma question, c'était, est-ce que tu as sorti ce projet-là avec ce titre-là parce qu'à un moment, tu as senti ta carrière, peut-être musicale, ou ta musique mourir? Ah bien, belle question. Je suis chiant. Non, elle est très... il faut se bonhomme. Non. En fait, c'est carrément un rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Sans faire exprès, j'ai un peu répondu. Enfin, moi, je pensais d'avoir enterré ma carrière. Tu vois, j'étais déjà passé dans une dynamique de transmission. Et justement, je voulais créer une structure avec mon frère. D'ailleurs, que je salue, Jimmy Telga. Il voulait créer une structure pour pouvoir apporter cette science-là aux jeunes artistes. Et il m'a dit, mais pourquoi pas essayer par toi d'abord? Tu vois, et effectivement, le morceau Vivant, c'est un titre que j'ai écrit après avoir choisi, soi-disant, d'arrêter de chanter. Tu vois. Je l'ai écouté 3 fois avant d'arriver là. Je l'ai pull-up 3 fois, m'a écouté ça. Il est par là. Tu vois, il y a un truc. Ouais, ce son-là, je veux dire qu'il m'a... En fait, il a remis le pied à l'étrier, parce qu'à la base, je t'ai dit, on est arrivé sur le clip de Cochitette parce qu'on devait faire le clip de Vivant, tu vois. Donc, je me suis dit que il n'y avait pas photo, quoi. Mon premier projet, après toute cette période-là, était obligé de s'appeler Vivant. Ok, bad.
Merci en tout cas pour ton retour. Respect, c'est moi. J'ai un truc que j'appelle les questions freestyle, les questions couillonnes. Si je te dis Netflix ou cinéma? Ah, Netflix. Poisson ou viande? Poisson grillé, mais la viande aussi. Ouais. Rouge ou bleu? Rouge. Fruit du dragon ou carambole? Fruit du dragon, big up Toto Casimir. Ah. Blanc manger coco ou floupe? Ah, blanc manger coco. Michoui ou barbecue de poisson? Ah, t'exagères. Je fais un deuxième. Ouais. Joker. Tu peux le joker. Joker, ah ouais, là, Joker. FIFA ou PES? Ah, FIFA. Tu joues bien ou vite fait? Attention. Parce qu'il y a deux, trois frères là qui faisaient des blagues et qui m'ont envoyé leur ID, ils m'ont emballé Bouga des volets, puis ils m'ont pas attendu encore. Non, mais si on se voit en direct, ouais. Tu verras que l'expérience est dans les doigts. Super. Ah, chien manette. Ouais, ah, ben voilà, pareil, même là. J'ai compris. Bande sonore ou acoustique? Et quand je dis bande sonore, c'est voilà, une instru comme ça, un jeu comme ça ou acoustique, l'acoustique, la création. Yeah man. Live ou semi-playback? Live. Ne rien chanter ou full playback? Il m'a mort. En tout cas, sache qu'au jour d'aujourd'hui, nous, quand on est en tout cas en CD, on a tous des PBO. Il y en a qui font pas les PBO, qui pensent pas à ça, parce que c'est vrai que tu vas arriver à certains endroits, la sono elle est pas forcément la plus bonne. Voilà, c'est pas forcément une histoire de justesse ou quoi. Hein. Non, c'est une histoire de qualité, de qualité musicale, tu vois. Ok, on est d'accord. Si demain on te retire la musique, sur quel domaine bascules-tu? Sur l'art. Ok. Ton soleil, ça s'adresse à qui? Au soleil. Je suis comme lui. Oui. Ok. Oui. Ton featuring avec LM4, ça s'est passé comment? La collection? C'est Gilles. C'est Gilles. Il y a une super bonne connexion avec Gilles et c'est check un peu à distance et c'est Gilles qui nous a mis en connexion. Elle est super, franchement, elle a posé rapide. Yes. Franchement, on a fait respect LMK. Wow. Kuba. Pourquoi Kuba? Qui t'a fait mal comme ça? Toi, t'es un bon. J'essaye. Franchement, j'essaie de faire ça veut dire que, en quelque part, j'ai réussi à faire passer l'émotion dans l'interprétation. Super. Et justement, le fait d'être artiste comme ça, non, en fait, le fait d'être, je te dis ça pourquoi? Parce que le fait d'être artiste comme ça, il y a des meufs qui testent, qui ont essayé de. Comment toi tu gères ça? La chance aussi d'avoir finalement eu cette expérience-là à 35 ans, 36 ans. Donc on a une certaine maturité. Et puis quand on était jeune, tu vois, Strayka, par exemple, quand on chantait, on faisait des shows. Bon, on a 19 ans, 20 ans, donc tu bon, là, tu vois, t'es un petit peu plus dans le truc. Quand tu sors, regardez les gars, quand vous venez de chanter, restez dans les coulisses, ça va, c'est bien, il y a les carrés. Mais tu vois, ça c'est bien. Tu vois. Le pichon-bi là. C'est des petits trucs qui sont restés. Mais c'est bien que les grands frères, encore une fois de plus, ils t'ont donné des tips, ils t'ont donné des astuces pour. Voilà. Parce qu'après, ça va vite. Hein. Oui, non, c'est très bien, ça va très vite. Ça va très vite. Puis pas seul, c'est dispersé, tu vois. Yes. Ça va déranger, monsieur Izimi. On t'a reçu, mon frérot, ça fait plaisir. Avec plaisir, tu viens à la radio, tu viens, t'es le bienvenu, frangin. Respect, merci. Là, ils sont déjà Izimi. We are reggae.